Ok, bonjour. Alors aujourd'hui, on va reprendre un exo qu'on a déjà commencé mardi et vendredi dernier. Il s'appelle les Koan en Rust. Je vais vous montrer rapidement chez le navigateur. Euh, en fait, c'est un repository qui est sur Crazy Michael slash Rust Koans et qui en fait propose de découvrir Rust au travers de tests. Donc on a commencé depuis 2 sessions, pour ceux qui n'auraient pas vu, les autres sont dispo sur YouTube. Je les upload au fur et à mesure. Et le principe c'est quoi? On a un code qui compile pas, on le fait compiler, on fait ensuite passer tous les tests. Une fois que les tests sont bien passés, si on peut, on va refactorer le code. C'est le principe du TDD, hein. On écrit des tests, on s'arrange pour qu'ils soient rouges puis verts, et ensuite on refactore notre code. Donc basé sur ces principes-là, on va avoir tout un tas de tests qui vont nous permettre de découvrir les différentes fonctionnalités du langage petit à petit. Du coup, on a commencé sur un projet, alors on est dans IntelliJ IDEA avec les plugins Rust, dans l'idée. On a commencé à bosser dessus de sessions. Et comment ça se passe en fait? On lance Cargo Run, qu'on a en bas, et le packager, l'outil de build côté Rust. Pour ceux qui ont fait un peu de backend, c'est un équivalent de Gradle ou Maven ou ce genre d'outils de build et de gestion des dépendances. Jusqu'à présent, on a couvert tous les fichiers que vous voyez en bleu là, hein, c'est ce que j'ai modifié. Donc les chaînes de caractères, la gestion de la vérité, les vecteurs, les entiers, les hashmaps, les booléens, les arrays et l'addition. Et en fait, notre prochaine tâche dans le Path to Enlightenment, là, ça c'est des trucs qu'on a fait dans l'ordre, ça va être les structs, qui sont des structures d'objets, je pense. On va aller voir ça. Hop. On va se faire un tout petit peu de place. Et ça, on n'en a pas besoin. Donc les structs sont une façon pratique d'encapsuler des objets, enfin des données qui vont ensemble dans une seule structure packagée. Donc on va essayer de faire un struct qui contient les données d'une personne. Donc là par exemple, fonction notre première structure, on définit une struct personne avec un attribut, je sais pas si on appelle ça comme ça exactement, qui sera une référence vers une string statique et qui aura un âge comme un entier non signé sur 32 bits. Et ensuite, on peut définir des instances de cette structure avec cette syntaxe. Personne accolade, name, virgule, age, virgule. Et donc on va assert equal, que le name, ça va être Jim, je suppose. Je sais pas s'il faut une référence ou pas, je sais jamais, il va falloir que je trouve un truc pour le comprendre ça par contre. Essayons un autre exemple. Struct movie title runtime. Title. Et du coup, vu le test en dessous là, on veut que ça soit égal à 21, la propriété runtime. Et du coup, le title ici, on voudra du Star Wars. Ok, so far so good. Pardon, par version. Cargo. Donc on avait 7 erreurs de compilation, on n'en a plus que 3, ce qui est plutôt bon signe. Et du coup, les tests ne se sont pas réellement exécutés vu qu'on a des erreurs de compilation. Donc on va finir de remplir nos double underscore là. Donc les structs, comme n'importe quoi défini en Rust, sont immutables par défaut. Si on crée une instance mutable d'une structure, on peut réassigner ses attributs. C'est marrant, ça porte même sur les attributs en Rust. Ce qui est plutôt une bonne chose en soi. Je sais pas pourquoi dans les autres langages on fait pas ça, mais... Dans la plupart des autres langages, en fait, quand on fait un objet immutable, on protège que sa référence. Ou alors c'est l'équivalent d'un deep freeze en JavaScript, par exemple. Donc, là, on définit une structure qu'on va appeler Rust, de type langage, avec une propriété version 1.3.
Donc là, justement, ça doit être rust.version. Ça me paraît logique. Ok. On peut aussi décider de permettre temporairement à une structure d'être mutable. C'est marrant, ça. De lui permettre temporairement. Donc on redéfinit notre structure langage. Et c'est un truc sympa aussi, c'est que cette structure, visiblement, a le scope de la méthode, vu qu'on l'avait déjà défini au-dessus. Elle a le scope où elle est définie, quoi. Alors, on définit un Rust mutable. On change sa version. On le copie en non mutable. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas le mut, ici. Et du coup, on ne peut plus changer sa version. Non, ils sont mignons, mais... Le compilateur, du coup, nous râle dessus. Et il a raison. On peut pas affecter des trucs... Ma question, c'est comment on va s'y prendre pour que ça compile, en fait. Est-ce que ça compile? A priori, non. Si. On va finir de corriger les underscores et on reviendra sur ce test après. Donc il peut y avoir des cas où on veut créer une nouvelle instance d'une structure qui est juste légèrement différente d'une autre. Ah, c'est bien ça, on va juste pouvoir lui préciser les... Ah, trop bien. Donc c'est l'équivalent de ce qu'on a avec la déconstruction en JavaScript. On va noter que c'est que 2 points ici. Donc du coup, comment ça marche? On a une structure account avec 3 propriétés, holder, account number et balance. Donc string, string et float sur 64. Ici, on en définit un, Morgan Stanley, avec un numéro de compte et 100 sous. Et en fait, on fait une copie du broc qu'on a défini juste en dessus, et on ne remplace que la propriété balance. Donc, le equals ici vaudra la balance ici, mais le holder, je pense que ça... Pardon, je pense que ça va être Morgan Stanley. Donc on fait une copie des propriétés de l'objet et on change juste celui qui nous intéresse. Et on a déjà fini de parcourir ce fichier struct. Efficace. Donc effectivement, on ne peut pas le réassigner. Par contre, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ligne 66, on est de retour, c'est là. Revoking Mutability. On peut pas assert quelque chose, on peut pas vérifier que ça va planter à la compile vu que... Ah mais on fait un assert EQ. Il faut juste rajouter le mut, mais du coup ça perd tout son intérêt du dessus en fait. On va le lancer comme ça, je pense pas que ce soit la bonne solution, ça nous a quand même permis de s'assurer du truc. On va vérifier ça aussi. Ah, c'est parce qu'on n'utilise jamais le count number, donc il nous dit que c'est du code mort, et il nous fait un warning. Ok, ça me choque pas plus que ça. Ce qui m'embête, c'est ça, là. Parce que cette ligne est débile en soi. Hein. Elle ne sert à rien. Si on voulait refactorer, en fait, ça serait juste ça. Mais du coup, on perd l'intérêt de notre test. Vous comprenez bien. Je sais pas ce qu'ils s'attendent à ce qu'on fasse ici, en fait. Ça me perturbe. Donc c'est ça qui a été fait. Et du coup, ça nous a empêché de réassigner. Et en même temps, l'assert cherche à vérifier qu'on a bien modifié la valeur, donc... Bon, on va laisser comme ça marche, mais... Bon, au moins, on aura bien compris le principe, hein, c'est que si on redéfinit, même avec le même nom, ça c'est assez rigolo, que la variable est plus mutable, du coup, on peut plus l'assigner. C'est bien, ça protège
une mauvaise manipulation. J'aime bien l'idée en tout cas. Mais effectivement, ce test, je sais pas comment le tourner pour que ça soit propre. Du coup, le concept suivant, ça va être le ownership, qui, je pense, est un des concepts fondamentaux de ce langage. C'est bien, on va découvrir ça ensemble. Donc je relance Cargo qui va planter sur ce fichier-là. En fait, à chaque fois que j'arrive à faire passer les tests du précédent, il va aller rajouter dans le Path to Enlightenment un lien vers le nouveau fichier, donc la ownership. Et du coup, il essaie de le compiler, et donc j'ai toutes les erreurs à cause des double underscores, etc. Donc on en a quelques-uns, il n'a pas l'air si énorme que ça non plus. On va voir ce que ça donne. Alors, une compréhension solide des règles de ownership de Rust est vitale. Quand une valeur est associée à une variable, cette variable a le contrôle, la propriété de cette valeur. On va parcourir plusieurs exemples pour aider notre compréhension de comment la possession, le ownership marche. Je sais pas si c'est ça la traduction française du coup, mais je suppose que ça se traduit pas vraiment. Donc le ownership d'une variable, d'une valeur, va durer tant que cette variable est dans le scope. Jusqu'ici tout va bien. Par exemple, une variable qui a été définie à l'intérieur d'une fonction passe hors scope dès que la fonction finit. Donc typiquement ce x là, il n'a d'exister et de portée que dans ce bloc là. Donc on appelle assign value. Ok. Mais comment lui peut connaître le x qui est au-dessus? Ok, on va voir, il n'y a pas de test là-dedans, donc... C'est juste des explications, visiblement. Ah si, il y a un insert ici, quand même. Comme quoi x vaut 10. Ça me paraît curieux, on verra ça. Peut-être qu'il faudra changer la définition de la variable ou un truc comme ça me paraît curieux. Donc quand une variable sort du scope, elle est nettoyée par Rust et sa mémoire est désallouée. Pour moi, celle-là, elle devrait sortir du coup. Ce nettoyage s'applique aussi à tout ce qui est associé avec cette variable. Typiquement, le x et le y, là, ils vont dégager aussi. Ils devraient. On va vérifier nos tests, vite fait. Donc on a bien des double underscores qui vont nous empêcher de compiler et donc de voir le résultat de nos tests dans un premier temps. Ok, mais ça m'étonne en fait qu'on puisse pointer sur cette variable qui est définie à l'intérieur de cette fonction et appelée ici. Vous voyez mon problème. Ou alors il faut voir cet appel comme un inline de ça à l'intérieur de la fonction owningValue. Ça me paraît bizarre, mais pourquoi pas. Donc un autre exemple du ownership de variable. Non, de la fin de l'ownership de variable, c'est le concept de mover, de déplacer la valeur. Quand la valeur d'une variable est déplacée vers une nouvelle variable, la possession, enfin la liaison qui était faite initialement est nettoyée. Donc là, on définit name, on réaffecte name dans first name. On cherche à vérifier que name soit toujours le même, ou pas. Donc une certaine confusion peut se lever avec le fait de déplacer des variables, parce que certains types de données ne peuvent pas être déplacés. Les types primitifs, comme les statiques str, sont copiés plutôt qu'être déplacés.
Ce qui veut dire que le ownership ne s'arrête pas. Ah oui, là c'était pas du statique, c'était du string from. Donc c'était juste du string. Le type de name, ça doit être juste string ici. Et donc le str, quand on le copie, je suppose que le name doit être... Non, pas Christ, Chris. Et on devrait avoir la même chose avec les entiers de type i32. Ces types ne contiennent pas de pointeur vers d'autres données. Leur valeur est entièrement contenue et peut être copiée de façon safe. Donc c'est complètement immutable, il n'y a pas d'impact sur le précédent. Donc x doit toujours être égal à 12. Hein. Ça va. Ah. Ok, on va voir. Maintenant qu'on a exploré les différences entre les types qui se trouvent déplacés et quels types sont copiés, on va essayer un autre exemple avec un vec. Étant donné que le vec contient des pointeurs vers d'autres données, il ne peut pas être recopié. Ce qui veut dire que, comme la chaîne ci-dessus, il va être déplacé. Alors j'ai toujours pas compris la différence entre les deux. Au-dessus, on y reviendra je pense. Donc on définit une liste qui est un vec Rust Go C++. On copie, enfin on copie. On déplace liste dans le langage. Et du coup, ça veut dire quoi? Que liste de 0 peut plus être appelée? Ça va planter ça en fait? Je suppose. Alors on n'a toujours pas d'erreur de compile, donc on peut pas vraiment vérifier tout ça. On fait des suppositions. Et dès qu'on aura réglé les problèmes de double underscore, là, tous les textes à trous, en essayant de réfléchir à ce qui va se passer, on relancera nos tests. Donc, alors, maintenant qu'on en a appris un petit peu plus sur les règles du ownership en Rust, il est temps de regarder le borrowing. Quand un binding borrows, donc c'est emprunte une valeur, il crée une référence vers cette valeur. Une façon de dénoter une référence vers une valeur en Rust, c'est en utilisant l'opérateur et commercial. Donc là, on fait une référence à la variable name. Donc je suppose que name va toujours contenir Chris.toString, qu'on avait là. Et par contre, firstName ici va contenir une référence vers cette valeur. Il ne va pas contenir la valeur en lui-même. Donc au contraire de notre exemple précédent, le nom n'a pas été désalloué, étant donné que firstName a créé une référence dessus. Ok. Ok. Donc là, on n'a pas fait un move. Donc dans les précédents, a priori, ceux où on faisait ça, mais sans le et commercial, ici, je pense que name se retrouvait plus affecté et que c'était first name qui avait la valeur. On verra ça juste après. Bon, là, du coup, on voit qu'on a des soucis là-dessus. Parce qu'elle n'est pas mutable, notre référence. Ok. Donc, par défaut, les références vont être immutables, à moins qu'on le spécifie explicitement. Donc, je suppose que c'est ici. Pas du tout. Non. Comment on précise ça? J'aurais tendance à dire ici, mais... C'est marrant, on peut préciser des accolades un peu où on veut pour préciser la portée des trucs, on dirait. Donc là, il nous dit, attention, c'est immutable ton truc. Oui, je suis d'accord, mais j'aimerais bien le rendre mutable. Comment je le rends mutable? Il veut pas nous aider. Et c'est pas... Si, visiblement c'est ça.
Donc ça, c'est une référence mutable. C'est tordu. Et ok, on avance, on découvre. Alors, le borrowing peut aussi être utilisé pour passer des valeurs à travers des fonctions sans avoir besoin de les rebinder. Ok. Donc on définit un vecteur mutable qui contient 1, 2 et 3. On appelle insert next number avec une valeur v, qui va être un vecteur. On prend le dernier, on l'unwrap, on rajoute 1 et on le remet dedans. Du coup, on fait un insert next number. Ah, ok. Donc, on prend le dernier élément du array. Je pense que ça, c'est pour récupérer la valeur référencée. On ajoute 1, donc on va prendre le dernier élément, 3. On va y ajouter 1, ça va faire 4. Et on va le push de nouveau dans le array. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Alors, jusqu'à présent, on a uniquement parlé de choses qui étaient nettoyées ou désallouées. Mais on a évité de parler des life cycles de façon explicite. Donc des cycles de vie, des durées de vie, pardon, lifetimes, de façon explicite. C'est parce que dans la plupart des cas, Rust s'en charge pour vous. Pour nous, là, pour le coup. Donc on définit x et y à 10. Une méthode add qui prend deux entiers et les ajoute. Jusqu'ici, tout va bien. On calcule la somme de x et de y. La somme est égale à 10. Ah, normalement, il devrait plus trop être là. Hein. Je dis ça, je dis rien. On verra ce qu'il nous dit. Mais pour moi, en fait, A, il devrait n'avoir d'existence que ici. Que dans ce bloc-là, en fait. On verra ça. Ok, on va regarder une fonction similaire, mais avec des références passées en tant qu'argument, plutôt que de passer les valeurs. Les durées de vie devront être explicitées parfois quand on passe des références. Étant donné que cette fonction max retourne une référence, on doit explicitement déclarer la durée de vie de cette référence. Donc, on a x égale 10, y égale 20. Le max qui prend deux références. On le voit ici. Hein. Référence au type A. Référence au type A. Donc, on voit la notion de générique aussi là. C'est paramétré par... C'est paramétré par le type A. Donc, il prend deux... Je dis n'importe quoi. C'est une référence vers un i32. C'est une référence vers un i32. Et ici, on retourne une référence sur un i32. Alors, je ne sais pas ce que fait exactement ça. C'est le scope, du coup. À vérifier. Le retour aurait le scope de A? C'est curieux. Ou ces trois trucs ont le même scope, plutôt. Donc si A supérieur à B, A, sinon B. Jusqu'ici, on s'en serait douté. Mais par contre, on retourne la référence vers l'objet. Et donc là, le max, c'est l'application de la fonction max sur ces deux références, x et y. Et c'est marrant parce qu'on les déréférence automatiquement ici, en fait. Ok. Donc ici, on dit que le i32 qu'on retourne aura une lifetime, donc une durée de vie égale à celle de la fonction max. Donc on ne devrait plus l'avoir ici. C'est bizarre. Ah si, pardon, la fonction max en elle-même, elle a un lifetime qui va d'ici à ici. Je suppose, enfin d'ici à ici. Et donc il va rester jusqu'ici. Ok. Donc on va déjà tenter d'exécuter tout ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Et là, on a des vraies erreurs de compile qui sont pas les underscores, donc on va les reprendre une par une. La première étant à la ligne 13. Donc comme on disait ici, la valeur, là, elle n'existe plus. Elle n'est plus dans ce scope. Parce qu'en fait, la valeur x n'a d'existence que dans ce scope-là. Donc en gros, une des façons, ça serait de prendre ça là, et de le remonter là. Parce qu'en dehors, en fait, elle n'existe pas, cette valeur. On triche un peu, mais en fait, on sait qu'en dessous, ça ne marchera pas. Je sais pas comment tester le fait qu'elle soit pas assignée. Sinon, on aurait fait un assert ici qui dit que x n'existe pas, mais... Et je pense que c'est juste le compilateur qui va nous gueuler dessus si on essaie de l'utiliser. Je suis pas sûr qu'on ait mieux. Ok, donc erreur suivante, ligne 25. Donc ici, on voit bien... Celui-là, je suis perplexe de pourquoi on y a encore accès. Je suis pas tout à fait sûr, on verra. Mais apparemment, on n'a pas d'erreur de compil dessus. Si, pardon, 25, c'est exactement celle-là. Donc de la même façon, en fait, le Y qui est ici, sa durée de vie, elle s'arrête ici. Hein. Donc on va faire la même feinte. Hein. Et on sait qu'en dessous, en fait, elle n'existe plus. Ok, on continue. Ligne 122. On en a passé quelques-unes. Donc là, c'est le lifetime implicite, c'est ça? Donc par défaut, a priori, la durée de vie va être celle de la fonction add, hein, c'est ça? Ok. Du coup, de la même façon, en fait, une fois sorti de ça, donc le sum, là, il va exister, c'est le A qui n'existe plus parce que le A n'était défini qu'ici. Et il finit d'exister à la fin de stackload. Donc soit on prend cette assert et on la remonte, c'est probablement le plus facile. Un truc comme ça. Faut quand même qu'on return. Ouais, je suis pas fan, mais de toute façon, elle n'existe plus, donc... ça n'a pas de sens de l'appeler en dehors, en fait. Et donc, il nous reste une erreur de compile à la ligne 140. Oh, c'est pas drôle, ça. C'est un problème de conversion de type, en fait. Partial equal d'integer n'est pas implémenté pour les références sur le type 32. I32, pardon. Donc ça, en fait, c'est une référence sur 20. On l'avait vu ici, hein. Ce qu'on retourne là, c'est une référence. Hein. C'est pas directement un I32. Toujours. Ah! Là, on a des vraies erreurs. C'est bien, on en corrige 4, on en a 12 qui sautent. Donc ça, c'est sur le ownership, first name. On l'utilise pas, on pourrait le préfixer avec un underscore, en effet. Allez, ça c'est juste un warning. Et vu qu'on l'utilise... Ou alors on fait un assert. Faire ça plutôt. Est-ce que les deux ont ont la même valeur? Je suis pas sûr. Ok, on a le même problème ligne 44, hein, ici. Alors,
C'est celui-là qui va pas marcher si on le fait avec first name ici, je pense. Parce que là... si, ça devrait aussi. On verra, mais je suis curieux de savoir ce que ça va nous donner comme résultat. Donc on le rajoute. Alors... ok, on y vient. On y tombe dessus là. C'est parfait. Donc ligne 32, 33, ici. Ok, donc là c'est le compilateur qui nous prévient, ce qui est plutôt pas mal. Il nous dit qu'il y a un move qui est fait parce que name a le type string, qui n'implémente pas le trait copy. Les traits on les verra juste après. Mais après, a priori il n'est pas copiable. Du coup quand on fait first name égale name, donc ici, la valeur de name est mise dans first name. Donc name ne référence plus rien en fait. Donc je pense que cette assertion est fausse. Et ici, en fait, on essaie de re-emprunter la valeur alors qu'il la possède plus, en fait. Donc là, sa valeur, c'est lui qui l'a... Une fois qu'on la réaffecte sur celui-là, c'est lui qui a la référence vers cette valeur. Donc quand on essaie d'y accéder à travers la première variable, on ne peut plus. On n'a plus le droit. Donc je sais pas s'il faut qu'on le commande, qu'on le vire ou qu'on le remonte, mais le fait est que ça ne marchera pas, là. Ok, donc on va passer à la ligne 64. Donc... Donc là, pareil, notre liste, elle est déplacée. Donc en fait, ici, c'est pas la liste, c'est les languages qu'il faut qu'on aille voir. Parce que, pareil, c'est plus liste qui contient la référence vers le vecteur. Ok, ligne 97, ça avance, ça avance. Il peut aussi être utilisé pour passer des valeurs à travers des fonctions sans avoir besoin de les rebinder. Alors, qu'est-ce qui lui va pas dans celui-là? Le let mute vector. Remove this mute. Ouais, mais on essaie quand même d'y pointer dessus, de le modifier. Donc je pense qu'il va falloir qu'il soit mutable. Donc la vraie raison, ce qui va nous embêter, c'est ça, là. On fait un mute, parce que vector a le type vec i32, qui n'implémente pas le trait copie. Du coup, en fait, quand on l'appelle en le passant en paramètre ici, on move la valeur. Donc soit on est capable de plutôt passer par référence, passer la référence vers la valeur. On va emprunter la valeur, c'est ça? Et ça va nécessiter pas mal de changements au-dessus. Il doit me manquer des trucs, hein, du coup. On va voir. C'est l'inverse, hein. Lui, il va là-bas. D'accord. J'ai probablement un problème de syntaxe, mais on va voir, on va vérifier. C'est pas faux, il faut qu'il soit mutable, notre petit vecteur. Une référence mutable. Vu qu'on essaie de le modifier. Types differ in mutability. Donc il faut refaire une variable mutable ici. Wouhou! Donc ça, c'était... On va le corriger, ce warning, parce qu'il va m'énerver. C'est juste que ce champ est jamais lu. Donc on va juste aller rajouter... On est à la ligne 77 ici. On va aller juste rajouter un test dessus, parce que ça va m'énerver sinon.
le account number et on veut que ça soit égal à ça. Hein. Alors là, il y a tout qui va péter, mais c'est parce qu'en fait, ils viennent nous rajouter le traits, qui est censé être la dernière partie. Ok. Donc on a vu dans les grandes lignes la mutabilité. La mutabilité, pardon, le borrowing. Donc ça fait 3 fois que je te dis de ne pas le remontrer. Ok, les traits maintenant. C'est une façon de garantir une fonctionnalité particulière pour un type. Ils vont ils vont faire savoir au compilateur qu'un type est capable de certaines fonctions pour nous aider à assurer la sécurité. Pour plus d'informations, on a même un joli lien vers la doc. Ok, donc, implementing traits. On définit une structure personne avec 2 références vers first name, last name. Ok. Donc, tous les types qui implémentent le trait asName, ils sont garantis d'avoir une fonction qui s'appelle fullName qui retourne un string. Donc, ça ressemble un peu au concept d'interface dans pas mal de langages objets. Pourquoi pas. Du coup, impl personne. Ah, c'est intéressant. On définit l'implémentation de ce trait pour la personne. On définit d'abord la personne, et ensuite, on définit des fonctions sur cette personne. Donc c'est un peu comme si on avait une interface qui décrit la structure, et des implémentations de méthodes à part, qui seraient un peu le concept d'extension function qu'on a en Kotlin, par exemple. Et du coup, on voit qu'en premier paramètre, il prend une référence vers lui-même. Donc ça, c'est des concepts qu'on retrouve pas mal dans d'autres langages, Python, je crois. Si je dis pas de bêtises. Python ou Ruby, je confonds souvent les deux, mais... Ok. Donc, lui, il va juste prendre... afficher d'abord le first name et ensuite le last name. Et du coup, self, il doit savoir que c'est une personne, et donc il peut accéder aux différents attributs de cet objet-là. Donc là, on fait une instance de ce struct personne, qui s'appelle Chris Cerami. La fonction assertFullName doit savoir que ces arguments sont appelés fullName. Non, ok. Qu'il y a une méthode fullName sur ces arguments. Pour garantir ça, on le caste pour recevoir les types d'arguments qui sont implémentés par le trait asName. Donc, function assertFullName et asName, donc ça c'est le cast. Une personne d'un type n'importe lequel. Du coup, ce type-là, il doit juste implémenter, je sais pas si on dit ça pour des traits, mais il doit juste respecter la définition du trait asName. Ce qui veut dire qu'après on pourra appeler fullName dessus. Vu que asName définit le fait qu'il y a forcément une méthode fullName dessus. Ok. Pour implémenter un trait, un type doit implémenter toutes ses fonctions. C'est requis pour garantir que n'importe quel type qui partage ce trait va être capable de répondre à ces fonctions. Ah. C'est ça qu'on avait tout à l'heure? C'était un asLevel for character? C'était un as... Le imp, là, il dit pas de quel trait. Ça me paraît plus clair. Imp asLevel for character. Mais on n'a pas du imp asName for person. Ici. C'est peut-être implicite, vu qu'il est défini au-dessus, je suis pas sûr. Ou alors c'est qu'il manque ça, on verra tout à l'heure. Donc là, il nous râle dessus, il nous dit effectivement, on a implémenté la fonction levelUp qui est définie dans le trait,
mais pas la fonction printLevel. Donc je suppose que l'IDE va nous proposer de le rajouter. Merci. To-do, il doit lever une exception. On n'a pas vu trop le concept d'exception d'ailleurs. Je sais pas s'il y a un concept d'exception, on verra. Alors du coup, print level, ben, on va faire un peu comme c'était fait au-dessus, hein. On va pas s'embêter trop. On va faire un truc un peu comme ça là. Hop. Je sais pas trop comment on affiche des choses sinon. Donc dans self, on a quoi? Sur caractère, on a le nom. Je sais pas encore ce qui va nous être demandé exactement, mais... Ok, le type de retour lui va pas. Ah, elle ne fait qu'un print, donc je pense que c'est plutôt un print. Un print ln. Un truc un peu comme ça va être possible. Ok, donc on définit une instance de ce personnage, d'ours de niveau 2. On fait un level up. Ok. Maintenant, on va essayer de créer un trait et de l'implémenter pour un type existant. Donc, fonction creating traits. Numéro 1, numéro 2. Donc, on veut un trait qu'on va appeler is even or odd. Ok. C'est ça hein, qu'on veut. Je vais copier et coller bourrin, hein, mais on va le faire proprement. Donc on appelle que isEven, hein, si je dis pas de bêtises. Et le isEven, il va nous retourner un booléen. Et il va prendre une référence à la structure. Est-ce qu'on peut le faire pour les U16? A priori, je suppose que oui. Ok, donc là, on doit implémenter les membres, isEven. Et du coup, on doit pouvoir retourner self mode 2 égale 0. Un truc un peu comme ça. Alors, il manque un petit truc, on dirait. On va vérifier comment c'est passé au-dessus. Hein. On passe des références. Qu'est-ce qui lui va pas, là? Cannot borrow immutable. Local variable x as mutable. Alors, pourquoi on veut la muter, là? Ah, pardon. On la veut pas mutable, en fait. On s'en fout. Est-ce qu'on veut vraiment une référence? Est-ce qu'on peut pas prendre self? Non. Je fais un test. Pas du tout. D'ailleurs... Ah, pardon. C'est le assert qui fait le boulot. Donc là, qu'est-ce qui lui va pas? Non, c'est moi qui fais n'importe quoi. On les veut effectivement pas mutables ici. On est d'accord. Voilà. Pardon. C'était ma signature qui était pourrie et je définissais que j'allais changer la valeur alors que c'était pas du tout le cas. Ok, on y vient. Ensuite, on peut aussi ajouter des contraintes sur des traits ou des limites.
aux structures qu'on crée. En utilisant ce pattern, on peut utiliser des types génériques et toujours s'assurer de la sécurité des types. Les contraintes de traits sur les structures. Donc on a une structure typée qui s'appelle langage et qui prend un type T. Et du coup, on a stable version et last version qui vont être des types T. Des contraintes de traits. Ok, donc on veut s'assurer que le last version soit au-dessus de la... Je suppose que c'est pas ça quand même. À vérifier. Je sais pas s'il n'y a pas besoin du coup qu'il implémente un trait comparable ou un truc comme ça en fait. Ce T là. On va voir ce qu'il nous dit à la compilation, mais pour moi, il faudrait qu'on soit capable de dire que lui, il implémente un trait comparable ou un truc comme ça. Et là, je suis étonné en fait qu'il nous râle pas dessus là-dessus. On verra, pour l'instant on a fait... Il y a une syntaxe alternative pour placer des limites de traits sur une fonction. Donc on va peut-être avoir un exemple ici. Ouais, ça ressemble... Ok. Bon, là on a la solution de tout à l'heure, hein, c'est un peu ce qu'on avait fait. C'est exactement ce qu'on avait fait. Ok, donc il y a une syntaxe alternative pour définir des limites de traits sur une fonction, la clause where. Ok, donc on n'en a aucun exemple ici, c'est cool. On va revisiter l'exemple précédent, mais cette fois en utilisant where. On a des where nulle part, ok. C'est à nous de les introduire. On va repasser dessus juste après. Donc, vous pouvez toujours permettre à l'interpréteur d'un trait de déclarer ses fonctions. Vous pouvez aussi fournir des fonctionnalités par défaut. Ah, c'est ça, là. Ça m'intéresse, ça. Là, on veut un type T qui implémente ce trait-là. Donc, probablement que au-dessus, là-bas, quand on avait le inférieur ou égal, ici... On n'a pas un trait comparable ou un truc comme ça, là? Pour moi, il faudra qu'on ait un truc comme ça. À vérifier. Donc on était dans celui-là. Le default functionality. Donc ça on va aller voir la doc. Hein, pour les deux cas, le where et le default, je pense qu'on n'aura pas trop le choix. Donc là, on définit deux nombres. Deux méthodes. Is-odd. Donc là, on n'a pas implémenté le is-odd en fait. Mais il ne nous crie pas dessus parce qu'on peut avoir une implémentation par défaut ici. Ou on a mieux. Je sais pas s'il faut pas la référence ici. Je pense que si. Donc du coup là, si on définit une implémentation par défaut pour un des traits, on n'est pas obligé de le définir ici. On devrait pouvoir le surcharger, je pense. On n'est pas obligé de le redéfinir. Donc on peut aussi créer des traits qui héritent d'autres traits. Pour implémenter un trait enfant, on doit d'abord implémenter son parent.
Dans cet exemple, Baux n'implémente pas partial horde. Ah, c'est peut-être ça, c'est horde. Ou partial horde, à vérifier. C'est ordering. Et donc il faudra qu'on rajoute ça, je pense. Du coup, il remplit pas les conditions du trait ordered. Donc je pense que c'est lui qui va nous permettre de faire le inférieur ou égal. Le trait ordering. Le trait partial horde. Bon, cette macro-là, par contre, j'ai aucune idée de ce qu'elle fait. Je pense que les macros, il faudra les bosser à part. Ok, donc on a une struct de type T. On définit T ici. On définit partial horde pour le box de T. Et du coup, on fait une comparaison partielle de self et other qu'on n'utilise pas ici. Ne me demandez pas pourquoi il y a une majuscule au self ici, je n'en sais rien. On verra ça. Peut-être qu'il n'y est pas sensible. Je vais vérifier. À voir. Un truc comme ça, on va voir ce qu'il nous dit. Je pense que ça, on va se faire planter dessus à la compile et ça va bien nous aider. Ok, donc on va essayer de compiler tout ça pour voir l'ampleur des dégâts. On a 6 erreurs. La première étant à la ligne 32, hein, si je dis pas de bêtises. Désolé, ça défile un peu vite. Ok, donc on va remonter à la ligne 32. On va faire ça dans l'ordre. Ligne 32, il nous dit quoi? Il nous dit... que hasName ici est requis pour cette bound dans le assert, dans cette méthode. Ok, et que personne, le trait hasName n'est pas implémenté. C'est pas faux. Ça va mieux se passer. On a appris la syntaxe après, en fait. Ok. Donc la première est à la ligne 113 maintenant. 111 et 113. C'est sur notre fameux ordering partiel. Je pense que le T doit ici étendre order quelque chose. On va voir ça. Je fais exprès de laisser une erreur de compile parce qu'en fait on va aller voler la définition qu'il y a ici. Je pense qu'on va en avoir besoin. Ok. Donc on était à la ligne 100, 100, 100, 100, par là. Peu après. C'est ici. Donc on va rajouter ce ordering là. Je sais pas exactement ce qu'il définit. Je sais pas si on peut aller le voir d'ailleurs. Non, c'est pas cool ça. J'aime pas trop. On fait des tests. Donc là, on n'a pas utilisé l'import. On va aller vérifier. C'est peut-être juste horde. Standard comp horde. C'est ça. Ça, c'est pour un ordre total. Donc, il y a l'ordre partiel et l'ordre total. Et comment on peut l'implémenter?
implement ord for person, partial ord for person. Donc c'est bien partial ord ou ord. Et du coup, si on a l'ordre partiel, c'est .cmp apparemment. Est-ce que ça marche ça? Il le trouve tout seul, visiblement. Ok, c'est bien. L'erreur suivante étant à la ligne 142. Donc ici, il y a une syntaxe alternative pour placer les traits liés à une fonction. La clause where. Ok. Donc on appelle bien isEven. Donc là, il nous gueule dessus sur la définition du asserts ici. Qu'est-ce qu'il nous dit exactement? Donc c'est sur le isEven ici qui râle. C'est là qu'il doit nous falloir un where. Donc je regarde vite fait la doc, hein, vous m'excuserez. Les clause where en Rust. Je peux vous l'afficher si vous voulez. Hein. C'est un peu blanc, désolé. Un peu flash. Du coup, ça se passe comment? Ah, ok. Donc en fait, on peut dire que le type A implémente le trait, on peut l'écrire après. Impl, for, machin, where. Est-ce qu'on peut le faire dans la fonction directement? Ok. Donc si je vous enlève le navigateur et qu'on revient dans l'IDE, est-ce qu'on peut l'écrire ici? Ça marchera. Oui. Ok. Ben on est pas mal. On passe à la ligne 160. Il nous reste 2 problèmes, visiblement. Alors, étant donné qu'on peut toujours permettre à l'implémenteur d'un trait de déclarer ses fonctions, on peut aussi fournir une fonctionnalité par défaut. Mais on l'avait fait, ça. Ah, c'est lui qui est pas bon, je pense. Ok. You have meant to call the method self.isEven. C'est pas mal, ça. Pardon. C'est pas juste ça, en fait. En fait, on le passe pas en argument, on appelle la méthode sur l'objet. Et du coup, c'est le fait d'appeler la méthode sur l'objet qui va le repasser en argument. C'est logique. C'est juste de la syntaxe du coup. Ok, parfait, on passe à la ligne 192, je pense qu'on va en voir le bout là. Ok, et là on est sur le compare partial. Donc, on s'attendait à avoir un option de ordering. Alors, le problème, c'est que c'est... C'est ça, non? Parce qu'apparemment, le... Non, je dis n'importe quoi. Oui. Alors, je reprends ce que j'avais, pardon. On va y arriver. Ok. Ok. Donc, que nous dit le compileur? Ah! Donc il faut que j'aille voir les méthodes qu'on a dans le partial ord, en fait. Je vous épargne la doc en blanc qui pique les yeux. Je vérifie juste ce qu'on a dedans. Ce qu'indéfini, en fait. Indéfini juste la méthode partial compare qui fait un sum de self.cmp de other. Du coup...
probablement qu'en appelant partial compare, on devrait s'en sortir. Mais c'est bizarre, hein. Non, c'est idiot ce que je fais. Parce qu'en fait, si T implémente l'ordre partiel pour box de T, ah, on n'a pas. Donc le option de ordering, c'est ce que définit le partial ord ici. Enfin, celui-là, surtout, qu'on veut implémenter pour box de T. Sachant que T implémente notre ordre partiel, du coup Singy ici, normalement. Donc on sait que ces deux objets sont de type T, on sait que T implémente ordre partiel, donc je m'attendais à avoir la méthode ici, sur le partial machin. Celui-là qui m'embête en fait. Ok. C'est pas juste lui qui m'embêtait? On va voir. Donc c'est pour ça qu'ils avaient mis une majuscule au self. Il y avait déjà un type self qui existait. On va tester un truc. Et si c'était... Le problème, c'est que celui-là, en fait, il va pas nous retourner un optional. Je pense qu'on va finir par tricher. On a bientôt plus de temps. On va tricher. Ça, c'est juste pour lui faire passer le type, mais forcément, il va pas marcher. On s'attendait à avoir un ordering, qu'on a eu un boule. Ah ouais! Ha ha ha. S'il y a quelqu'un qui a une petite idée, je suis preneur. Donc on est bien capable de récupérer le thingy ici, qui est bien de type T, qui implémente partial ord ici. Est-ce que c'est normal? Je vérifie vite fait encore dans la doc. Et self, other 2.self. Alors j'ai des exemples, je vais vous montrer ça, ça va aller plus vite. Ok. Donc là on voit un exemple un peu pareil, hein, d'implémentation du trait ord pour une personne. On a bien le eSelf et eSelf avec une majuscule ici, pour distinguer les deux. Et là par contre, on voit qu'on fait une déréférence sur le other. C'est peut-être nécessaire dans notre cas, je sais pas, à vérifier. Mais là, c'est pas le cas. On peut utiliser partial CMP sur les fields de nos types. Comment ça marche? C'est ça que je veux faire, en fait. C'est exactement ça que je veux faire. Pourquoi ça ne marche pas? Donc, il manque peut-être ça.
Mais là, je me serais attendu à avoir de l'autocomplétion là-dessus, en fait. Euh, Moi, c'était un truc un peu comme ça devrait être. Youpi! C'est réussi. Donc, il n'y a plus de tâches. Quel est le son de l'applaudissement à une main? C'est sympa. Ça va pas chercher bien loin. Ok, ben on a fini. Parfait. À peine dans les temps, hein. Je vais vous abandonner là. J'uploaderai tout ça de toute façon sur YouTube comme d'habitude. N'hésitez pas. Donc je stream le matin, le mardi, le vendredi, de 8 à 9. Et aussi le jeudi soir, le jeudi à 6 heures de l'après-midi, pardon. Avec des invités. Jusque-là, c'était tout le temps avec Jean-Marie. Je sais pas, on va probablement continuer parce que ça se passe très bien. N'hésitez pas à passer, à intervenir, à suivre la chaîne, etc. Merci bien. À très bientôt tout le monde.